Lors d'une soirée de gala entourée de luxe et de vanité, l'élite s'émerveillait des apparences sous des lustres en cristal. Quand une femme de ménage fut moquée et défiée de jouer du piano devant tous, la salle tomba dans un silence inattendu. Et à la fin de sa performance, il ne faisait aucun doute. La véritable grandeur ne porte pas de marque. Elle se révèle dans le silence, quand on s'y attend le moins. Le théâtre du Châtelet à Paris brillait en cette soirée de vendredi. Sa façade néoclassique, illuminée par des projecteurs stratégiques, semblait encore plus imposante. Des voitures de luxe s'arrêtaient en succession à l'entrée principale, débarquant l'élite parisienne vêtue de tenues de gala. C'était l'événement caritatif annuel de la Fondation Culture Vive, présidé par Romain Aubert, l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. À l'intérieur du théâtre, loin des flashs et du glamour, Louise Clément terminait d'organiser les verres en cristal sur les plateaux. À 34 ans, avec son uniforme impeccablement repassé, ses cheveux noués en un chignon discret et sa peau noire qui portait la fatigue de multiples journées, elle affichait un sourire serein. C'était sa 3e année à travailler pour les événements de la Fondation et elle connaissait bien le protocole. « Louise, plus que 30 minutes. Les plateaux d'entrée doivent être prêts, » l'avertit M. Gilbert, le superviseur de l'équipe de service. « Je termine, M. Gilbert. Juste quelques minutes de plus, » répondit-elle, tout en ajustant la dernière rangée de verres. M. Gilbert s'approcha et baissa le ton de sa voix. « Aubert est impossible aujourd'hui. Il a dit qu'il voulait que tout soit parfait, parce qu'il y aura des journalistes importants. Si tu es près de lui, sois invisible comme toujours. » Louise acquiesça simplement. L'invisibilité était une compétence qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Être invisible signifiait conserver son emploi. Et conserver son emploi signifiait payer les factures, et surtout les cours de guitare de son fils Pierre, âgé de 12 ans. Pendant qu'elle terminait ses préparatifs, Louise observa le piano à queue Steinway au centre de la scène. Noir, étincelant, majestueux. Ses yeux s'y attardèrent avec une intimité que personne là-bas n'aurait pu soupçonner. À l'autre extrémité du théâtre, Romain Aubert, 45 ans, aux cheveux grisonnants stratégiquement coupés, vérifiait les derniers détails de l'événement avec son assistante. « Confirmez que Fanny Dubois est arrivée. Nous ne pouvons pas commencer sans elle. Et où est Maître Venturi? Il aurait dû être là il y a 20 minutes, » exigea-t-il, consultant à plusieurs reprises la montre en or à son poignet. « Le maître vient d'arriver, il est dans sa loge. Et Fanny est dans le hall en train de parler avec les gens de Vogue, » informa Patricia, l'assistante, habituée à la nervosité de son chef les jours d'événement. Romain ajusta sa cravate et sourit, satisfait. « Le préfet a-t-il confirmé sa présence? »« Oui, il arrive dans 15 minutes. »« Excellent. Ce sera notre plus grand événement à ce jour, Patricia. » Avec la bonne couverture, la Fondation aura enfin la reconnaissance nationale qu'elle mérite. Ce que Romain ne disait pas, mais que tous savaient, c'était que la reconnaissance de la Fondation signifiait la reconnaissance pour lui-même. Et la reconnaissance signifiait de nouveaux contacts, de nouveaux investissements, de nouvelles opportunités. La philanthropie n'était qu'un moyen, pas une fin. Alors que l'orchestre se positionnait discrètement, Louise circulait parmi les invités qui commençaient à occuper le hall. Elle offrait des canapés et du champagne, avec des mouvements précis, polis, répétés. Les invités prenaient les verres sans la regarder en face, comme si les boissons flottaient magiquement jusqu'à eux. Parmi les présents se trouvait Caroline Leroy, journaliste pour Le Monde, connue pour ses articles sur les inégalités sociales. À 37 ans, malgré sa robe de créateur empruntée, elle se sentait déplacée dans cet environnement. Elle observait d'un œil critique l'ostentation qui l'entourait, prenant des notes mentales pour sa prochaine chronique. « Caroline, quelle surprise de vous voir ici !» commenta Gabriel Martin, rédacteur en chef culture d'une revue nationale. « Je couvre l'événement pour le supplément du dimanche. Élite parisienne et philanthropie. Combien coûte la conscience sociale? C'est le titre provisoire, » répondit-elle avec un sourire ironique. Gabriel rit. « J'espère ne pas être mentionné. Je suis venu travailler, comme vous. Nous sommes tous toujours au travail, n'est-ce pas? Même l'hôte, avec son sourire calculé. » Sur scène, les techniciens finalisèrent les réglages du piano. Romain passa devant eux, vérifiant personnellement chaque détail. Il était connu non seulement pour son empire commercial dans le secteur de la technologie, mais aussi pour sa prétention artistique. Il avait étudié le piano dans sa jeunesse et tenait à démontrer ses talents lors d'événements caritatifs,
toujours avec des pièces suffisamment complexes pour impressionner, mais pas au point d'exposer ses limites techniques. Louise, en passant par le couloir latéral du théâtre, portant un plateau vide, s'arrêta un instant. Le piano était seul sur scène, illuminé par un seul faisceau de lumière. Elle regarda autour d'elle, s'assura que personne n'était là et s'approcha lentement. Ses doigts touchèrent légèrement le bois poli, une caresse rapide et interdite. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Combien d'années s'étaient écoulées? 15, 16. Elle ne savait pas au juste depuis combien de temps elle n'avait pas touché un instrument comme celui-là. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ?» La voix de M. Gilbert la ramena à la réalité. Louise s'éloigna rapidement du piano, comme un enfant pris en flagrant délit. « Pardon, j'étais juste en train d'admirer. » Retournez dans le hall. Les invités arrivent en masse et nous avons besoin de tout le monde à son poste. Louise acquiesça et s'éloigna, jetant un dernier regard à l'instrument. À ce moment-là, un souvenir émergea avec netteté. Les mains ridées de sa grand-mère, Madame Céleste, sur les siennes, guidant ses petits doigts sur les touches jaunies du vieux piano droit qui occupait la moitié du salon de son modeste appartement dans les quartiers populaires de Paris. Le piano que sa grand-mère avait reçu d'une patronne dans les années 60, alors qu'elle travaillait encore comme domestique et qui était devenu le trésor de la famille. « Un jour tu joueras sur les grandes scènes, ma fille, » disait Madame Céleste, les yeux brillants de fierté tandis que la petite Louise, à 6 ans, jouait « La lettre à Élise », sans faire une seule fausse note. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Sa grand-mère partit quand Louise eut 15 ans. Le piano fut vendu pour payer des dettes médicales, et la musique, qui avait été un jour son rêve, ne devint plus qu'un souvenir douloureux gardé dans un coin de sa mémoire, avec des promesses non tenues et des rêves abandonnés. Dans le hall, Caroline observait Romain Aubert circuler parmi les invités. Il maintenait une expression de fausse modestie tout en recevant des éloges anticipés pour sa présentation. La journaliste connaissait bien ce type. Le philanthrope, qui tenait à ce que chacun connaisse sa générosité. « Il va jouer Chopin ce soir », commenta une dame à ses côtés, avec une admiration qui fit réprimer un rire à Caroline. À 20 heures précises, les lumières diminuèrent progressivement, indiquant que l'événement allait commencer. Les invités se dirigèrent vers l'auditorium, occupant leurs fauteuils numérotés. Sur scène, Romain Aubert, maintenant sous les projecteurs, s'adressa au micro central. « Soyez tous les bienvenus à notre événement annuel de la Fondation Culture Vive. C'est avec une immense satisfaction que nous recevons tant d'amis engagés dans la transformation sociale par l'art. » Louise, discrètement positionnée dans un coin de la salle avec son plateau, observait. Il y avait quelque chose dans le ton de voix de l'homme d'affaires qui la dérangeait. Une fausseté qui transparaissait dans chaque syllabe soigneusement répétée. « Comme le veut la tradition de notre fondation, » continua Romain, « nous commencerons la soirée par une brève présentation musicale. Avant d'accueillir nos talentueux boursiers, j'aimerais partager avec vous une pièce qui a une signification particulière pour moi. Chopin, Nocturne op. Sonny 02. Un murmure d'approbation parcourut l'assistance. Louise sentit un serrement au cœur. C'était la dernière pièce qu'elle avait jouée sur le piano de sa grand-mère, la veille de sa vente. Romain s'assit au piano avec la posture étudiée de celui qui connaît l'importance de l'image. Il posa ses doigts sur les touches, respira profondément et commença à jouer. Les premières notes sonnèrent correctement, mais de manière mécanique. Il y avait de la technique, mais il manquait l'âme. Louise ferma les yeux un instant, laissant la mélodie familière la transporter dans un autre temps, un autre lieu. Ses doigts bougeaient imperceptiblement, accompagnant la pièce comme si elle jouait elle-même. Lorsque Romain eut terminé, l'assistance éclata en applaudissements enthousiastes. Il se leva, s'inclina dans une révérence répétée et sourit, buvant l'admiration comme un nectar. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue de votre vie. Après sa présentation, Romain reprit sa position au micro, le visage encore rougi par l'adrénaline et les applaudissements. « Je vous remercie de votre générosité, » dit-il avec une fausse modestie. « Comme vous le savez, notre fondation croit que l'art est un droit pour tous, pas un privilège. C'est pourquoi nous investissons dans de jeunes talents des quartiers populaires de Paris, en offrant des bourses d'études dans des conservatoires d'excellence. » Caroline notait discrètement sur son téléphone portable. La contradiction entre le discours et la réalité de cet environnement exclusif ne lui échappait pas.
Elle observa les serveurs et serveuses qui servaient silencieusement, invisibles pour la plupart des présents. Avant de poursuivre avec les présentations de nos boursiers, continua Romain, je tiens à vous inviter à un cocktail dans le hall. Dans 15 minutes, nous reviendrons pour la partie principale de la soirée. Les invités se levèrent et se dirigèrent vers le hall. Louise et les autres employés étaient déjà positionnés avec des plateaux de boissons et d'amuse-gueules. Le brouhaha des conversations remplit l'espace, tandis que Romain circulait entre de petits groupes, distribuant poignées de main et sourires calculés. Caroline s'approcha de Romain sous prétexte d'une brève interview. « Votre interprétation de Chopin était intéressante », commenta-t-elle avec un sourire ambigu. « Merci. J'essaie de maintenir la pratique, malgré un emploi du temps chargé, » répondit-il en ajustant sa cravate. « Et qu'en est-il de vos boursiers? Une histoire particulièrement inspirante cette année? Nous avons un jeune homme de la Courneuve qui est un prodige du violon. Il a commencé à jouer avec un instrument fait de carton. Il se prépare maintenant pour une audition à la Philharmonie de Berlin. » Caroline haussa les sourcils, sincèrement intéressée. « Impressionnant. Comment l'avez-vous découvert? Nous avons des éclaireurs dans toutes les communautés. Je crois que le talent est partout. Il a juste besoin d'une opportunité. » Il fit une pause dramatique. « C'est l'objectif de notre fondation. Trouver des diamants bruts et les tailler. » À ce moment-là, Louise passa près d'eux, servant des verres de champagne. Son mouvement était discret, presque imperceptible, mais le doux tintement des verres attira l'attention de Romain. Il l'observa un instant, et quelque chose dans son expression changea. C'était peut-être le champagne, peut-être l'adrénaline de la scène qui pulsait encore dans ses veines, ou simplement le désir de divertir ses invités avec un autre numéro de son spectacle personnel. « Et vous » l'appela-t-il, en désignant Louise. Elle s'arrêta, surprise d'être remarquée. « Oui, monsieur. »« Avez-vous aimé ma présentation ?» demanda Romain, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Louise sentit tous les regards se tourner vers elle. Son cœur s'accéléra, mais elle garda son calme. « C'était très beau, monsieur. » Un petit cercle d'invités s'était déjà formé autour d'eux, curieux de cette interaction inhabituelle. Caroline observait attentivement, son instinct journalistique l'avertissant que quelque chose était sur le point de se produire. « Vous vous y connaissez en musique classique ?» continua Romain, son ton légèrement condescendant. Louise hésita. « Un peu, monsieur. »« Un peu », répéta Romain en riant. Quelques invités rirent aussi, bien qu'ils ne sachent pas exactement de quoi. « Et qu'avez-vous pensé de mon interprétation de Chopin, spécifiquement? Je suis curieux d'entendre différentes perspectives. » Le silence s'épaissit. Les regards pesaient sur Louise. Monsieur Gilbert, de l'autre côté du hall, comprit ce qui se passait et commença à s'approcher, inquiet. « C'était techniquement précis, » répondit Louise, choisissant ses mots avec soin. Quelque chose dans la réponse sembla provoquer Romain. « Techniquement précis » répéta-t-il avec un rire plus fort. « Vous avez entendu ça, les amis? Notre spécialiste ici dit que j'étais techniquement précis. » Plus de rire nerveux. Caroline fronça les sourcils, mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Elle percevait la cruauté subtile qui se déroulait sous ses yeux, le puissant homme d'affaires transformant une employée en objet de divertissement pour ses invités. « Et vous sauriez faire mieux ?» demanda Romain avec une étincelle de défi dans les yeux. Un murmure parcourut le groupe. Certains invités échangèrent des regards mal à l'aise, d'autres semblaient amusés par la situation. Louise déglutit. « Ce n'est pas à moi de le dire, monsieur. Nous allons le découvrir, » dit Romain soudainement, élevant la voix pour que plus de gens puissent entendre. « J'ai une proposition intéressante. Si vous parvenez à jouer la même pièce que moi ici et maintenant, je vous donne 5 000 €, en espèces. » Le hall entier sembla se figer. Tous les regards convergeaient vers le petit drame qui se déroulait. Monsieur Gilbert s'arrêta à mi-chemin, ne sachant comment intervenir. « Monsieur, je suis en train de travailler, » répondit Louise, d'une voix ferme malgré le tremblement intérieur. « Considérez cela comme faisant partie de votre travail aujourd'hui. Une présentation spéciale, » insista Romain, tirant son portefeuille de la poche intérieure de sa veste. Il en sortit quelques billets et les tint ostensiblement. 5 000 €. Assez d'argent pour un mois entier de salaire, n'est-ce pas? Tout ça pour quelques minutes au piano. Caroline regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait interrompre cette humiliation publique. Mais tous semblaient hypnotisés par la scène, certains avec des sourires malveillants, d'autres avec un malaise mal dissimulé. « Romain,
Peut-être devrions-nous reprendre le programme de la soirée, suggéra Patricia, son assistante, percevant le désastre potentiel en termes de relations publiques. Ne soyez pas rabat-joie, Patricia. J'offre une opportunité ici, répondit-il sans quitter Louise des yeux. Alors, qu'en dites-vous? 5 000 € pour jouer Chopin. Ça me semble une bonne affaire. Louise resta immobile pendant quelques secondes, ses pensées s'emballaient. Elle pensa à son fils, à Pierre, qui avait besoin de nouveaux matériaux pour l'école. Elle pensa aux factures en retard, aux médicaments de sa mère. Et puis, comme un éclair, elle pensa à sa grand-mère Céleste et à ce qu'elle dirait à ce moment-là. « La proposition est sérieuse ?» demanda-t-elle finalement, sa voix plus ferme qu'auparavant. Romain sembla momentanément surpris par la question directe. « Bien sûr que oui. 5 000 en espèces, si vous parvenez à jouer le nocturne Opus 9 No 2 de Chopin aussi bien que moi. » Une femme avec un collier de perles énorme murmura à son accompagnante. Elle ne sait probablement même pas où se trouve le dos sur le clavier. Des rires étouffés se répandirent. Louise posa son plateau sur une table proche, le mouvement délibéré et calme. Le hall devint encore plus silencieux. « J'accepte, » dit-elle simplement. Un murmure de surprise parcourut l'assistance. Romain, après un moment d'hésitation, afficha un large sourire. « Excellent! Regardez ça, les amis, nous avons du courage ici. » Il se tourna vers les invités, amplifiant le spectacle. « Retournons tous à l'auditorium pour cette présentation spéciale. » Comme un troupeau obéissant, les invités commencèrent à regagner l'auditorium. Caroline s'approcha discrètement de Louise. « Vous n'êtes pas obligée de faire ça, » murmura-t-elle. « Je peux écrire sur ce comportement abusif sans que vous vous exposiez. » Louise regarda la journaliste avec un petit sourire. « Merci, mais je veux le faire. » Il y avait quelque chose dans l'expression de Louise que Caroline ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Un mélange de nervosité, de détermination et de quelque chose d'autre. Quelque chose comme une anticipation contenue. Dans l'auditorium, les invités reprirent à leur place, un bourdonnement d'attente remplissant l'air. Romain monta à nouveau sur scène et s'approcha du micro. « Mesdames et messieurs, nous avons un petit changement dans notre programme. Avant nos talentueux boursiers, nous aurons une présentation, disons, inattendue. » Son ton était badin, théâtral. « L'une de nos employées a accepté un défi personnel de ma part. 5 000 € si elle parvient à interpréter Chopin aussi bien qu'un pianiste entraîné. » Louise marchait lentement vers la scène. Son uniforme contrastait dramatiquement avec les tenues de gala environnantes. Monsieur Gilbert l'observait avec une expression inquiète, depuis le coin de la salle, incapable d'empêcher ce qui se passait. « Je dois vous avertir que notre ami ici travaille dans l'équipe de nettoyage et de service. Nous n'avons connaissance d'aucune formation musicale dans son curriculum vitae, » continua Romain, provoquant de nouveaux rires dans le public. Caroline observait la scène avec une indignation croissante. Elle sortit son téléphone portable et commença à filmer discrètement. Si cela aboutissait à une humiliation publique, elle aurait au moins des preuves du comportement de Romain. Louise monta les marches latérales de la scène avec une dignité silencieuse. Romain tendit la main vers le piano avec un geste exagéré. « L'instrument est tout à vous, » dit-il, avec un sourire qui laissait transparaître sa certitude qu'il assisterait à un fiasco. En s'approchant du piano, Louise sentit un tourbillon d'émotions, peur, anxiété, indignation, mais surtout une étrange sensation de retrouvailles. 16 ans s'étaient écoulés depuis que ses doigts avaient touché un vrai piano. 16 ans de rêves mis de côté, de musique emprisonnée. Elle s'assit sur le tabouret, ajustant sa posture. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément. Le public attendait, certains avec des sourires anticipant l'échec, d'autres avec un malaise face à la situation. Louise ouvrit les yeux et posa ses doigts sur les touches. Le silence était absolu. Et puis elle joua la première note. Le son pur et cristallin surprit tout le monde. Ce n'était pas le toucher hésitant qu'ils attendaient, mais quelque chose de précis, de confiant. La deuxième note vint, puis la troisième, formant la mélodie familière de Chopin. Sur le visage de Romain, le sourire se figea. Le son qui émanait du piano n'était pas seulement techniquement correct, il était profondément émotif. Les doigts de Louise glissaient sur les touches avec la familiarité de quelqu'un qui retrouve un vieil ami. Chaque note semblait contenir des années de nostalgie et d'émotions réprimées. Dans le public, le silence initial de surprise se transforma en quelque chose de plus profond,
une sorte de révérence involontaire. La femme au collier de perles, qui quelques minutes auparavant riait de la situation, avait maintenant les lèvres entr'ouvertes d'étonnement. À ses côtés, un cadre qui consultait discrètement son téléphone portable pendant la présentation précédente rangea l'appareil dans sa poche, complètement absorbé par la musique. Romain restait paralysé à côté de la scène, son sourire défait en une expression stupéfaite. Ce qui devait être un moment de divertissement aux dépens d'une employée se transformait rapidement en son propre embarras. Patricia, son assistante, observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Caroline ne filmait pas seulement, elle enregistrait maintenant aussi l'audio séparément avec un autre appareil. Son instinct journalistique lui disait qu'elle était témoin de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui transcendait la simple humiliation inversée. Il y avait une histoire là, une histoire qui devait être racontée. La musique flottait dans le théâtre comme un sortilège. Louise ne jouait pas seulement avec technique, mais avec une interprétation qui semblait extraire l'essence émotionnelle de la composition de Chopin. Tandis que ses mains travaillaient les touches, son esprit retournait au passé. C'était en 1998. Louise n'avait que 8 ans. Assise à côté de sa grand-mère sur le vieux piano usé, elle observait fascinée comment ses mains ridées transformaient des touches jaunies en pure magie. « La musique, ce n'est pas seulement jouer les bonnes notes, ma fille, » disait Madame Céleste, avec son accent du Sud prononcé. « C'est parler avec l'âme de celui qui a écrit et de celui qui écoute. » Madame Céleste Clément n'avait jamais fréquenté de conservatoire. Elle avait appris le piano jeune, en travaillant comme domestique chez un maître de musique à Marseille. Pendant ses heures libres, pendant que la famille voyageait, elle s'asseyait au piano et jouait d'oreille, imitant les mélodies qu'elle entendait son patron pratiquer. Avec le temps, le maître lui-même remarqua son talent et, impressionné, lui offrit des cours de base. Lorsqu'elle déménagea à Paris dans les années 1960, elle apporta avec elle non seulement des rêves d'une vie meilleure, mais aussi les connaissances musicales qu'elle transmettrait à sa petite fille des décennies plus tard. Le piano droit était un cadeau d'une patronne âgée qui, à son décès, avait spécifié dans son testament que l'instrument devait revenir à la jeune femme qui jouait si joliment quand elle pensait que personne n'écoutait. Les cours avec sa grand-mère étaient le moment le plus attendu de la journée pour la petite Louise. Après l'école et les tâches ménagères, elles s'asseyaient ensemble sur le petit banc et Madame Céleste révélait les secrets des gammes, des accords, de la dynamique, toujours en intercalant les connaissances techniques avec des histoires des grands compositeurs, racontées comme s'ils étaient des voisins du quartier. Beethoven, le pauvre, devenait sourd mais cela ne l'a pas empêché de composer. Imaginez, ma fille, faire de la musique sans pouvoir l'entendre, c'est comme cuisiner sans pouvoir goûter la nourriture. À 12 ans, Louise jouait déjà des pièces qui surprenaient les rares personnes qui avaient le privilège de l'entendre. La professeure de musique de l'école alla même voir Madame Céleste, insistant sur le fait que la jeune fille avait besoin d'une éducation formelle, qu'il y avait des bourses dans les conservatoires pour les talents exceptionnels. « Elle peut devenir quelqu'un dans la musique, Madame Céleste. Elle ne peut pas gâcher ce don. » Mais la vie avait ses propres plans. La maladie de la grand-mère arriva soudainement, consommant les maigres ressources de la famille. Hospitalisation, médicaments, examens. Le piano fut vendu pour couvrir les frais médicaux quand Louise eut 15 ans. Sa dernière prestation fut précisément le Nocturne de Chopin, joué pour sa grand-mère la veille de la vente de l'instrument. « Joue comme si c'était la dernière fois, comme si tu devais mettre dans ces notes tout ce que tu ressens, » demanda Madame Céleste, déjà très affaiblie depuis son lit improvisé dans la pièce à côté du piano. Et Louise joua, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle joua avec le cœur brisé, mais aussi avec gratitude pour tout ce que la musique et sa grand-mère lui avaient appris. Elle joua sachant que ce chapitre de sa vie se fermait, mais sans imaginer qu'il faudrait 16 ans pour qu'un autre s'ouvre. Maintenant, sur la scène du théâtre du Châtelet, Louise jouait exactement comme cette nuit-là, comme si c'était la dernière fois, comme si elle avait besoin de dire à travers la musique tout ce qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. La douleur de la perte, les rêves reportés, la lutte quotidienne, mais aussi la beauté qui persistait à exister malgré tout. La pièce approchait de sa fin. Les dernières mesures résonnèrent dans le théâtre, chaque note tenue avec perfection jusqu'à s'évanouir dans l'air. Le silence qui s'ensuivit fut si profond que l'on pouvait entendre la respiration collective du public. Puis, comme une vague qui commence au loin et grandit inexorablement, les applaudissements surgirent.
Timides au début, ils devinrent une ovation assourdissante. Des gens se levèrent, certains les larmes aux yeux. Au fond de l'auditorium, M. Gilbert applaudissait avec fierté, comme s'il avait découvert qu'il travaillait aux côtés d'une célébrité déguisée toutes ces années. Louise ouvrit les yeux, surprise par la réaction. Elle n'avait pas joué pour impressionner ou humilier, mais par la pure nécessité de se reconnecter avec cette partie d'elle-même qui avait été endormie si longtemps. Les applaudissements étaient un bonus inattendu, une validation qu'elle n'avait jamais cherchée. Elle se leva du tabouret et fit une petite révérence, un geste simple qui contrastait avec la théâtralité de Romain quelques minutes auparavant. Son uniforme d'employé, qui devait symboliser son invisibilité sociale, semblait maintenant un insigne d'authenticité. Caroline, toujours en train de filmer, captura le moment où Louise se dirigea vers Romain, qui restait statique près de la scène. « Je crois que nous avions un accord », dit Louise, d'une voix ferme mais sans arrogance. Romain semblait avoir vieilli de plusieurs années ces dernières minutes. Son visage, auparavant rougi d'excitation, était maintenant pâle. Il regarda autour de lui, percevant que tous les regards convergeaient vers lui, attendant sa réaction. « Où avez-vous appris à jouer comme ça ?» demanda-t-il, sa voix trahissant l'incrédulité. « Avec ma grand-mère », répondit Louise simplement. Elle était domestique, comme moi. Mais avant cela, elle était pianiste. La réponse, dans sa simplicité, portait une critique implicite du préjugé qui avait motivé le défi. Il ne s'agissait plus seulement d'argent maintenant, il s'agissait de dignité, de briser les stéréotypes, de rappeler à tous dans cette salle que le talent et la sensibilité ne sont pas des privilèges de classe. Parmi le public, le brouhaha augmentait, conversations animées, expressions d'étonnement. Personne cherchant à en savoir plus sur cette femme qui venait de transformer un acte de cruauté en un moment de transcendance. « Vous n'avez jamais étudié formellement ?» demanda une dame âgée assise au premier rang, une pianiste à la retraite qui collaborait avec la fondation. « Non, madame, seulement avec ma grand-mère, jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, le piano a été vendu et je n'ai plus jamais joué. » La révélation provoqua encore plus d'émotion. 16 ans sans jouer, et pourtant, cette performance impeccable, émouvante, pratiquement parfaite. C'était presque incroyable. Romain, comprenant qu'il perdait le contrôle de la situation, tenta de retrouver son calme. Il força un sourire et, d'un geste théâtral, sortit l'enveloppe de sa poche. « Un accord est un accord. Vous avez gagné justement et de manière impressionnante. » Il tendit l'enveloppe à Louise, essayant de paraître magnanime. « Peut-être devrions-nous vous engager pour notre prochaine saison de concert, n'est-ce pas ?» Le commentaire, qui se voulait spirituel, sonna faux et opportuniste. Quelques invités échangèrent des regards mal à l'aise. Louise accepta l'enveloppe avec dignité. « Merci, monsieur Aubert, mais je n'ai aucun intérêt à faire partie de votre spectacle. » Sa voix était calme, mais les mots portaient un poids qui fit taire tout le monde. Sans attendre de réponse, elle descendit de scène par le même chemin qu'elle était montée. Le public lui fit de la place, non plus avec dédain, mais avec un nouveau type de respect. Certains tentèrent de recommencer à applaudir, mais le moment avait une solennité qui rendait le geste inapproprié. Caroline rangea ses appareils d'enregistrement et suivit Louise jusqu'au hall. « S'il vous plaît, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, la rejoignant près de la sortie de service. « Je m'appelle Caroline Leroy, je suis journaliste pour Le Monde. » Louise hésita. « Je ne cherche pas la célébrité, madame. »« Il ne s'agit pas de cela, » répondit rapidement Caroline. « Votre histoire est importante. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui va bien au-delà d'une prestation musicale. » Avant que Louise ne puisse répondre, M. Gilbert apparut, visiblement ému. « Ma petite, pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Toutes ces années à travailler ensemble et vous cachiez un tel talent. » Louise sourit, un sourire sincère pour la première fois cette nuit-là. « Il n'y avait rien à dire, monsieur Gilbert. C'était une partie de ma vie que je pensais avoir laissée derrière moi. Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» demanda-t-il avec une sincère inquiétude. La question resta en suspens. Louise regarda l'enveloppe dans ses mains, l'uniforme qu'elle portait, Caroline avec son regard inquisitif de journaliste, le théâtre derrière elle, où elle venait de ressusciter une partie oubliée de son identité. « Maintenant, » répondit-elle finalement, « je vais rentrer voir mon fils, et demain ?» Elle fit une pause comme si la réponse complète était encore en train de se former dans son esprit. « Demain, nous verrons. » Dans l'auditorium, Romain tentait de reprendre le contrôle de la situation.
Il annonça les boursiers qui se produiraient ensuite, mais il était évident que l'attention du public était dispersée. L'homme d'affaires, arrivé en tant que protagoniste de cette soirée, n'était plus qu'une note de bas de page dans l'histoire que tous commenteraient les jours suivants. L'histoire de l'employé invisible qui avait émergé de l'ombre avec une lumière propre, éblouissante. Le lendemain matin, la vidéo s'était déjà répandue sur les réseaux sociaux. Caroline avait publié un court clip sur son compte professionnel avec la légende « Quand l'invisibilité révèle des talents extraordinaires ». Une employée défiée par un homme d'affaires surprend l'élite parisienne au théâtre du Châtelet. En quelques heures, la vidéo dépassa le million de vues. Louise se réveilla avec son téléphone portable qui sonnait avec insistance. Des numéros inconnus, des messages WhatsApp, des notifications Facebook qu'elle utilisait rarement. Elle choisit de couper le son de l'appareil et de se concentrer sur la routine matinale avec Pierre. « Maman, vous êtes célèbre. Tout le monde partage votre vidéo en train de jouer du piano », s'exclama le garçon, montrant son téléphone pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Louise sourit, passant la main dans les cheveux crépus de son fils. « Ce n'est pas tout à fait ça, mon fils. C'est juste quelque chose qui est arrivé. »« Mais tout le monde en parle. Même la professeure de musique l'a envoyé dans le groupe de la classe. Elle a dit qu'elle allait nous la montrer aujourd'hui comme exemple de... Comment a-t-elle dit? Ah, de résilience artistique. » Louise sentit son visage rougir. L'idée d'être discutée dans les salles de classe la mettait mal à l'aise. « Finis ton café. Nous allons être en retard. » Sur le chemin de l'école, d'autres regards de reconnaissance. Une dame à la boulangerie demanda à prendre une photo. Le chauffeur de bus commenta que sa femme avait pleuré en regardant la vidéo. La notoriété soudaine était déconcertante pour quelqu'un qui avait passé des années à cultiver le don de l'invisibilité sociale. Après avoir déposé Pierre à l'école, Louise se dirigea vers le théâtre, déterminée à effectuer son service normalement. En arrivant, elle remarqua un petit groupe de journalistes à l'entrée de service. Elle prit un chemin alternatif, entrant par l'arrière. Monsieur Gilbert la reçut avec une accolade serrée. « Ma petite, vous n'aviez pas besoin de venir aujourd'hui. Après tout ça, c'est mon travail, monsieur Gilbert. Rien n'a changé. » Mais quelque chose avait changé. Les regards de ses collègues alternaient entre admiration et curiosité. Certains demandaient des détails, d'autres gardèrent leur distance, comme si elle avait franchi une frontière invisible vers un autre monde. En milieu de matinée, alors que Louise rangeait des serviettes dans l'entrepôt, Patricia, l'assistante de Romain, apparut. « Louise, monsieur Aubert aimerait vous voir dans son bureau. »« Je suis en train de travailler, » répondit-elle, poursuivant sa tâche. Patricia sembla surprise par la réponse. « Il a insisté, c'est urgent. Il a dit que cela pourrait vous intéresser. » Louise soupira, posant la pile de serviettes sur l'étagère. « D'accord, je vais prévenir monsieur Gilbert. » Le bureau de Romain au théâtre était un espace élégant, avec vue sur la place du Châtelet. Quand Louise entra, accompagnée par Patricia, il était au téléphone, gesticulant énergiquement. En la voyant, il raccrocha rapidement. « Louise, merci d'être venue, » dit-il, lui indiquant une chaise devant lui. Le ton était radicalement différent de celui de la veille, cordial, presque respectueux. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle resta debout. « Je préfère ainsi, merci. Que désirez-vous, monsieur Aubert ?» Romain échangea un regard rapide avec Patricia, qui se retira discrètement, fermant la porte. Il se leva, contournant le bureau. « D'abord, je tiens à m'excuser pour le malentendu d'hier. »« Malentendu ?» répéta Louise, haussant les sourcils. « Ce n'était peut-être pas le mot le plus approprié, » admit-il visiblement mal à l'aise. « Le fait est que je suis impressionné par votre talent, et la Fondation existe justement pour cela, découvrir et promouvoir des talents extraordinaires. Je ne cherche pas de promotion, monsieur Aubert. Mais vous devriez, insista-t-il, avec un enthousiasme forcé. Nous avons des contacts avec les meilleurs conservatoires du pays, des connexions internationales. Votre talent mérite d'être développé, partagé avec le monde. » Louise observa l'homme en face d'elle avec un regard pénétrant. Elle remarqua le léger tremblement de ses mains, l'anxiété mal dissimulée derrière le sourire professionnel. « Vous êtes préoccupé par la répercussion de la vidéo, » constata-t-elle, non pas comme une question mais comme un fait. Vous essayez de transformer une humiliation publique en une histoire de découverte de talent. Romain ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa. Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant le mouvement de la place pendant quelques secondes avant de se tourner vers elle. « La vidéo a déjà près de 2 millions de vues, »
dit-il, d'une voix tendue. La presse appelle sans cesse. J'ai des partenaires, des investisseurs, une réputation à défendre. Je comprends. Écoutez, nous pouvons transformer cela en quelque chose de positif pour tout le monde. Je propose un contrat. La Fondation financerait votre formation musicale complète, y compris des cours avec les meilleurs professeurs. En échange, vous participeriez à certains de nos événements, raconteriez votre histoire inspirante. Mon histoire n'est pas à vendre, monsieur Aubert. La réponse directe sembla le déconcerter. Il s'approcha, changeant de tactique. Pensez à votre fils, à l'opportunité que cela représente. Vous avez clairement un don extraordinaire qui est resté endormi en raison des circonstances de la vie. Ne voudriez-vous pas le développer pleinement? La mention de Pierre toucha Louise. C'était vrai. Quelle mère ne souhaiterait pas de meilleures opportunités pour son fils? Mais quelque chose dans la proposition la dérangeait profondément. Ce qui s'est passé hier, dit-elle finalement, ce n'était pas de la musique, c'était de la dignité. Vous avez voulu m'humilier publiquement parce que vous pensiez que je n'étais pas capable, que des gens comme moi ne servent qu'à nettoyer et à servir. La musique n'a été que l'instrument de l'humiliation et, ironiquement, de la rédemption. Romain eut la décence de paraître embarrassé. Il s'assit sur le bord du bureau, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « J'offre une véritable opportunité de transformer un moment malheureux en quelque chose de constructif, » insista-t-il. 50 000 € pour commencer. Un appartement pendant la période d'études. Tout documenté, absolument légal. Louise hésita. La somme était plus que ce qu'elle gagnerait en années de travail. Cela signifierait la sécurité pour Pierre, peut-être même la chance de reprendre un rêve longtemps abandonné. « J'ai besoin de réfléchir, » répondit-elle finalement, « et de parler à mon fils. »« Bien sûr, bien sûr. » Romain sembla soulagé par le non-refus immédiat. « Prenez le temps qu'il vous faudra. Mais vous savez comment ces choses sont. Internet a la mémoire courte. Plus vite nous agirons, mieux nous profiterons du moment. » Louise acquiesça et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Monsieur Aubert, une question. Si je n'avais pas bien joué hier, si j'avais fait la folle comme vous l'espériez, aurions-nous cette conversation aujourd'hui ?» La question resta en suspens. Romain ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Le silence fut une réponse suffisante. « C'est ce que je pensais », conclut Louise, sortant et fermant doucement la porte derrière elle. Dans le couloir, elle rencontra Caroline, qui attendait apparemment la fin de la réunion. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?» demanda Louise, surprise. « Je suis journaliste », répondit Caroline avec un demi-sourire. « Et vous, semble-t-il, êtes maintenant mon histoire préférée. » Louise soupira. « Je ne veux pas être une histoire. »« Il est peut-être trop tard pour cela, » observa Caroline, montrant son téléphone portable. 4 millions de vues, et ce n'est pas fini. 3 invitations à des émissions de télévision matinales. 2 maisons de disques qui veulent vous contacter, et tout cela en moins de 24 heures. Elles marchèrent ensemble jusqu'à la cour intérieure du théâtre, un endroit tranquille où les employés prenaient généralement leur pause. Elles s'assirent sur un banc de pierre sous un ancien jaboticaba. « Il vous a offert un contrat, n'est-ce pas ?» demanda Caroline. Louise acquiesça. 50 000, un appartement, une éducation musicale. Tout ce que j'ai à faire, c'est de transformer mon humiliation en une histoire inspirante sur la façon dont le grand bienfaiteur Romain Aubert a découvert un diamant brut. Caroline rit sans humour. Classique. Transformer une menace en opportunité. Et vous y réfléchissez? J'ai un fils à élever. Et il existe d'autres moyens de le faire sans compromettre votre dignité, répondit Caroline avec une intensité soudaine. Écoutez, normalement je garde une distance professionnelle avec mes sources, mais ce qui s'est passé hier m'a touché personnellement. Louise observa la journaliste avec attention. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une compréhension qui allait au-delà de la curiosité professionnelle. « Il y a 7 ans, j'étais de l'autre côté, » continua Caroline. « J'étais serveuse, tout en essayant de terminer mes études de journalisme. J'ai servi des boissons lors d'un événement où un dirigeant des médias a trouvé amusant de m'humilier devant ses collègues, en remettant en question mes connaissances en politique internationale, car j'avais mentionné que j'étudiais le journalisme. Et que s'est-il passé? J'ai répondu à chaque question avec précision. J'ai cité des sources, des données, des contextes historiques. L'homme est devenu rouge comme une tomate. Mais contrairement à vous, je n'ai pas eu d'applaudissements. J'ai été licencié le soir même pour manque de respect envers un client important.
Louise sentit une vague d'empathie pour la journaliste. « Je suis désolé, ne le soyez pas. C'était le coup de pouce dont j'avais besoin. J'ai obtenu un stage au journal de l'université, puis une bourse, et finalement je suis arrivé au Monde. Et le premier grand article que j'ai publié portait sur le harcèlement moral au travail. » Elles partagèrent un moment de silence compréhensif. « Ce que j'essaie de dire, continua Caroline, c'est que vous avez des options qui n'incluent pas de vous soumettre aux conditions d'Aubert. Je sais que vous êtes une mère célibataire, que vous avez des responsabilités, mais d'autres portes s'ouvrent. Comme lesquelles, pour commencer, je peux publier votre histoire complète. Pas seulement la vidéo virale, mais le contexte. Votre grand-mère, le piano vendu, les rêves reportés, sans sensationnalisme, avec dignité. Et je vous garantis que d'autres opportunités surgiront, selon vos propres termes. » Louise considéra la proposition. Ce serait un risque de refuser l'offre concrète de Romain pour des possibilités incertaines. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité de Caroline qui inspirait confiance. « Je dois aller chercher mon fils à l'école, » dit-elle finalement. « Puis-je vous appeler plus tard ?»« Bien sûr, » répondit Caroline, lui tendant sa carte. « Et Louise, peu importe ce que vous décidez, votre histoire a déjà inspiré des milliers de personnes, moi y compris. » En sortant du théâtre, Louise remarqua d'autres journalistes à l'entrée, certains avec des caméras. Elle dévia rapidement, prenant un chemin alternatif. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, loin des regards curieux et des questions insistantes. Sur le chemin de l'école de Pierre, son téléphone portable sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose la poussa à répondre cette fois. « Allô ? Louise Clément ?» demanda une voix grave avec un accent étranger. « Oui, qui parle ? » « Mon nom est Octave Mercier. Je suis directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. J'ai vu votre performance hier. En fait, j'ai regardé la vidéo au moins 10 fois. J'aimerais beaucoup discuter avec vous personnellement. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la soirée au théâtre du Châtelet. Le printemps à Paris apportait un air renouvelé, non seulement dans la nature, mais aussi dans la vie de Louise. Assise sur l'un des bancs du jardin du Luxembourg, elle observait Pierre jouer avec d'autres garçons près du lac, en attendant l'arrivée de Caroline pour leur entretien mensuel. Beaucoup de choses avaient changé au cours de ces 90 jours. Après avoir refusé la proposition de Romain Aubert, Louise avait reçu Octave Mercier dans sa modeste maison des quartiers populaires. Le directeur du conservatoire avait été impressionné non seulement par son talent naturel, mais surtout par son histoire. « Je ne veux pas vous exploiter comme une attraction de cirque, » dit-il, avec sa sincérité caractéristique. « Je veux offrir ce qui aurait dû l'être il y a 20 ans, une éducation musicale formelle pour polir un talent extraordinaire. » La proposition d'Octave était différente, une bourse complète au conservatoire, avec des horaires flexibles qui lui permettraient de continuer à travailler. Sans contrat d'exclusivité, sans obligation de performance publique, sans utiliser son histoire comme propagande institutionnelle. « La musique doit être un choix, pas une obligation, » expliqua-t-il. « Vous avez vécu sans elle assez longtemps pour savoir si vous voulez vraiment la ramener dans votre vie. » Louise accepta. Maintenant, 3 fois par semaine, après son service réduit au théâtre, M. Gilbert avait insisté pour qu'elle garde son emploi avec des horaires flexibles. Elle se rendait au conservatoire pour des cours avec des professeurs qui la traitaient avec un respect sincère, non pas comme une curiosité virale, mais comme une artiste avec un potentiel à développer. L'article de Caroline dans Le Monde, intitulé « Les mains qui nettoient, les mains qui créent », l'extraordinaire parcours de Louise Clément, avait suscité une vague de soutien public. Des dons spontanés de lecteurs lui avaient permis d'acheter un piano numérique pour s'exercer à la maison, et une école privée avait offert une bourse complète à Pierre. L'histoire continuait de faire des vagues. Une productrice indépendante avait proposé un documentaire. Une éditrice avait suggéré un livre. Louise avait refusé la plupart des offres, n'acceptant que celles qui respectaient sa vie privée et sa dignité. « Excusez mon retard. » La voix de Caroline interrompit ses pensées. La journaliste s'approcha, portant une mallette et 2 cafés. Le trafic sur l'avenue des Champs-Élysées était impossible. Louise sourit, acceptant le café. « Pas de problème. Pierre profite du temps supplémentaire au parc. » Caroline s'assit à ses côtés, observant le garçon un instant. Il a l'air heureux. Il l'est. La nouvelle école a fait des merveilles pour sa confiance en lui. Et avoir un piano à la maison, parfois, je dois lui rappeler qu'il y a une vie au-delà de la musique. Elles rirent toutes les deux.
L'amitié née de ces circonstances inhabituelles s'était solidifiée au cours des mois suivants. Caroline suivait l'évolution de l'histoire de Louise, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que soutien, et, maintenant, amie. Alors, commença Caroline, ouvrant sa mallette, 3 mois depuis la nuit. Comment vous sentez-vous? Louise réfléchit un instant, observant le mouvement du parc. Parfois, cela ressemble encore à un rêve, ou au scénario d'un film qui ne me concerne pas, vous savez? Comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Je comprends. Et à propos des cours au conservatoire? Ils sont stimulants. Louise sourit. Octave ne facilite pas les choses. Il dit que j'ai un talent naturel, mais des années de techniques informelles à désapprendre. C'est un processus. Caroline prit quelques notes. Et qu'en est-il de l'invitation à jouer à l'Opéra national de Bordeaux? Allez-vous accepter? J'y réfléchis encore. Ce serait ma première présentation formelle, dans un théâtre historique, mais j'ai peur que ce soit trop tôt. Octave pense que vous êtes prête? Il dit que techniquement oui, mais que la décision est personnelle, pas technique. Pendant qu'elle parlait, Pierre courut vers elle, le visage rougi d'excitation. « Maman, il y a un homme qui joue du violon près du musée. Je peux aller le regarder ?» Louise sourit. « Bien sûr, mon fils. Ne t'éloigne pas trop. » Le garçon repartit en courant, son énergie apparemment inépuisable. « Il a hérité de votre amour pour la musique, » commenta Caroline. « Oui, mais contrairement à moi, il aura toutes les opportunités de le développer. » Il y avait une note de détermination dans la voix de Louise. « C'est pourquoi j'ai accepté quelques interviews. L'article continue avec vous. Il ne s'agit pas de célébrité, mais de créer un chemin non seulement pour moi, mais pour d'autres. » Caroline acquiesça, compréhensive. « En parlant de ça, j'ai une nouvelle qui pourrait vous intéresser. Après cette vidéo virale et mon article, la direction des affaires culturelles de la ville de Paris envisage de créer un programme spécial de bourse pour les talents musicaux des communautés populaires. » Louise écarquilla les yeux. « Sérieusement? » « Oui. Ils l'appellent « Programme Céleste », en hommage à votre grand-mère. Ils veulent que vous soyez la marraine de l'initiative. L'émotion frappa Louise comme une vague. Des larmes se formèrent dans ses yeux, et elle ne fit aucun effort pour les retenir. L'idée que le nom de sa grand-mère, une domestique qui n'avait jamais eu de reconnaissance de son vivant, serait désormais associée à des opportunités pour des enfants comme elle l'avait été, était presque surnaturelle dans sa beauté poétique. Cela signifierait beaucoup, réussit-elle finalement à dire. Caroline sourit, lui serrant la main en signe de soutien. Je pensais que ça le ferait. Ils veulent fixer une réunion la semaine prochaine. Elles restèrent silencieuses un instant, observant simplement le mouvement du parc. À quelques mètres de là, Pierre était complètement absorbé, regardant un violoniste de rue qui jouait une version de Vivaldi. « Savez-vous ce qui est le plus ironique ?» commenta finalement Louise. Romain Aubert continue d'essayer de s'approprier l'histoire. J'ai vu à la télévision que sa fondation a maintenant un programme appelé « Talents invisibles ». Il utilise ma photo dans sa publicité, même sans autorisation. Caroline secoua la tête, incrédule. Cet homme n'a aucune limite. Voulez-vous que je fasse quelque chose à ce sujet? Je peux le mentionner dans le prochain article. Ce n'est pas nécessaire, répondit Louise avec sérénité. Laissez-le avoir ses miettes de rédemption publique. L'important est que plus de portes s'ouvrent pour des personnes qui seraient normalement ignorées. Vous êtes une meilleure personne que moi, rit Caroline. À votre place, je le poursuivrai en justice pour utilisation abusive d'images. La vie lui donne déjà ce qu'il mérite. J'ai entendu dire qu'il avait perdu un contrat important avec le gouvernement régional après que l'histoire complète ait été révélée. La journaliste prit quelques notes supplémentaires, puis ferma sa mallette. Une dernière question, si vous me permettez. C'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, pas nécessairement pour l'article. Bien sûr. Cette nuit-là, quand il vous a défié, saviez-vous ce qui allait arriver? Saviez-vous que vous pourriez non seulement jouer, mais jouer de manière extraordinaire, après tant d'années? Louise regarda l'horizon, pensive. Non, je ne savais pas. C'était un risque énorme. Mes mains tremblaient quand je me suis assise au piano. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui était peut-être la voix de ma grand-mère, me disait que la musique ne m'avait jamais vraiment quitté. Elle attendait juste le bon moment pour revenir. Caroline acquiesça, émue par la réponse. Une dernière chose avant de terminer pour aujourd'hui. Ceci est arrivé pour vous à la rédaction. Elle sortit de son sac une élégante enveloppe. C'est de l'Opéra Garnier à Paris. Je ne l'ai pas ouverte, évidemment,
mais au vu de la formalité, cela ressemble à une invitation officielle. Louise accepta l'enveloppe avec curiosité. En l'ouvrant, ses yeux parcoururent rapidement les lignes dactylographiées sur papier à en-tête. Une invitation à participer en tant que soliste invité de l'Orchestre national de France lors d'un concert spécial dédié aux talents nationaux. « C'est pour septembre », murmura-t-elle, assimilant encore l'invitation. « Ils veulent que je joue Chopin. Allez-vous accepter ?» Louise ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision. Il ne s'agissait pas seulement de jouer en public, mais d'embrasser pleinement une identité qui avait été endormie si longtemps. L'identité d'artiste, de pianiste, de quelqu'un qui avait quelque chose à dire à travers la musique. « Je vais y réfléchir », répondit-elle finalement. « Mais je suis encline à dire oui. Non pas pour moi, mais pour ma grand-mère, pour Pierre. Pour toutes les personnes qui m'ont soutenu quand j'en avais le plus besoin. » Pierre revint en courant, les yeux brillants d'excitation. « Maman. » L'homme au violon m'a laissé tenir l'instrument. Il a dit que j'avais des mains de musicien comme vous. Louise sourit, serrant son fils dans ses bras. Vraiment ? Et tu as aimé tenir le violon, c'était incroyable. Mais je préfère toujours le piano. Je peux m'exercer davantage quand nous rentrons à la maison. Je suis presque à la fin de cette chanson que vous m'avez apprise. Bien sûr, mon amour. La musique est quelque chose que personne ne peut vous enlever une fois qu'elle a trouvé sa place dans votre cœur. Caroline observa la scène avec un sourire. « Je crois que nous avons un futur pianiste ici, ou un violoniste, ou un compositeur, ou un ingénieur qui aime la musique, » répondit Louise, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « L'important est qu'il aura des choix que je n'ai pas eus à son âge. » Alors qu'elle marchait vers la sortie du parc, Caroline posa une dernière question. « Si vous pouviez revenir à cette nuit au théâtre, feriez-vous tout pareil ? Accepteriez-vous le défi de Romain ?» Louise s'arrêta un instant, observant le coucher de soleil qui commençait à teinter le ciel de Paris de tons orange et rose. Pierre courait quelques mètres devant, absorbé dans son propre monde. Vous savez, à ce moment-là, quand il m'a défié, j'ai pensé à simplement ignorer, à rester invisible comme je l'avais toujours été. Ce serait plus sûr, plus confortable. Elle sourit, un sourire qui portait toutes les complexités de son parcours. Mais ensuite, j'ai pensé à ma grand-mère, à Pierre, à toutes les personnes qui portent silencieusement des talents extraordinaires sans jamais avoir la chance de les montrer. Et j'ai réalisé que, parfois, nous devons risquer la sécurité de l'anonymat pour honorer qui nous sommes vraiment. Caroline acquiesça, comprenant la profondeur de ses mots. « Alors oui, » conclut Louise, « je ferai tout à nouveau. Pas pour l'argent, pas pour la célébrité passagère, mais pour le simple droit de me reconnecter avec une partie essentielle de moi-même. Et si cela a inspiré d'autres personnes à faire de même, eh bien c'est quelque chose que tout l'argent de Romain Aubert ne pourrait acheter. » 6 mois plus tard, Louise Clément montait sur la scène de l'Opéra Garnier à Paris, non plus en uniforme d'employé, mais dans une robe simple et élégante. Le public remplissait le théâtre historique, des gens de toutes les classes sociales, unis par l'attente de témoigner de quelque chose d'extraordinaire. Parmi le public se trouvaient des visages familiers, Caroline, Monsieur Gilbert, Octave Mercier et, au premier rang, Pierre, les yeux brillants de fierté. Dans ses mains, le garçon tenait une photo encadrée de Madame Céleste pour que, d'une certaine manière, sa grand-mère puisse aussi assister au moment qu'elle avait semé des décennies auparavant. Lorsque Louise s'assit au piano et posa ses doigts sur les touches, il y eut un moment de silence absolu. Il n'y avait plus de peur, plus d'hésitation, juste la certitude tranquille d'être exactement là où elle devait être. Les premières notes du nocturne de Chopin s'écoulèrent, non seulement techniquement parfaites, mais chargées d'une émotion qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait connu autant l'absence que la présence de la musique dans sa vie. Et pendant qu'elle jouait, Louise souriait, non pas au public, non pas aux caméras, mais à elle-même, à la petite fille qui un jour rêva, à la femme qui persévéra, à l'artiste qui émergea enfin des ombres pour réclamer sa lumière. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Louise vous a profondément touché. Pour continuer ce voyage d'émotion et de découverte, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi inspirants. Retrouvez-la ici à gauche de votre lecteur. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires originales qui explorent les complexités de la vie française dans toutes ses nuances. Et vous, avez-vous déjà eu un talent endormi que vous avez enfin pu exprimer ?
Partagez-le avec nous dans les commentaires. Nous sommes impatients de connaître votre histoire également.